dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des marchés émergents. Et ce sont les spécialistes de Gemway Assets qui nous accompagnent. Et son président, même Bruno Vannier, à mes côtés en plateau. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci beaucoup. On va parler peut-être de quelques sujets émergents un peu spécifiques, mais votre commentaire un petit peu général. On n'a pas l'impression que les vents global macro du moment, ni les vents géopolitiques, soient des vents très porteurs pour la prise de risque en général, et encore plus peut-être pour la sphère émergente. C'est peu de le dire, c'est peu de le dire. Ouais. Non, ce qui vraiment est une sorte de ressucé dernière, là où dernier ressucé où les marchés quand même baissent bien quand même depuis l'été. Hein. La Chine en premier quasiment, quand on sent bien qu'il y a que la hausse des taux, des taux longs aux États-Unis, le resserrement monétaire d'une manière ou d'une autre fait que la prise de risque n'est pas d'actualité, quoi. Et donc on réduit vraiment les risques. Les bourses émergentes sont risquées, indéniablement. Ouais, c'est ça. Donc on les dans l'échelle de risque, exactement. Ça fait partie des actifs risqués. Ouais. Et donc on est dans un environnement de resserrement monétaire, de hausse du dollar. Un dollar, pas hausse monumentale, mais qui reste fort. Qui reste fort, quoi. Tout ça est assez mauvais de manière macro pour l'ensemble des pays émergents. Et même dans des marchés comme le Brésil, où la baisse des taux est actée, elle a commencé, globalement, il y a des profits qui ont été pris depuis juillet, alors que les taux baissent que depuis mi-juillet, quoi. Indéniablement, pas beaucoup d'envie de prendre des risques pour les investisseurs globaux, quoi. Sur la Chine, qu'est-ce qu'on peut dire en cette fin de mois d'octobre 2023, Bruno? Alors, j'ai vu que les indices actions larges sont plus bas depuis 2019. Ça nous ramène quand même avant l'explosion mondiale du Covid. Et ce qui est frappant, c'est que ni les données macro qui objectivement semblent montrer une stabilisation, ni les valorisations des bourses chinoises ne semblent jouer comme des forces de rappel aujourd'hui aux yeux des investisseurs globaux, quoi. Non, mais quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. De toute façon, c'est dans ce marché, c'est assez clair. Et indéniablement, qu'on veut voir des bonnes nouvelles, on en trouve toujours. Mais la Chine, c'est aussi le principal marché émergent, 30% de l'indice émergent, forcément. Donc on vend les émergents, on vend la Chine. Et il y a une réaction vraiment épidermique sur ce marché. Clairement, il y a beaucoup d'investisseurs dont les boards, dont les conseils d'investissement leur demandent, on coupe la Chine, point barre. Pas de sujet là-dessus. Et c'est vraiment en train de se faire en ce moment, quoi. Et notamment depuis l'été, on voit bien que c'est des choix politiques. Oui, il y a comme ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'au niveau, je dirais, macro, court terme, la croissance à long terme en Chine, c'est un peu terminé, mais ça tout le monde le sait. À court terme, on voit quand même il y a des économies qui se stabilisent, un marché de l'immobilier qui est certes très compliqué. L'activité a divisé par deux quand même dans l'immobilier chinois depuis 2021. En revanche, les prix n'ont pas baissé, mais pas encore beaucoup, quoi. Donc si on compare ça par rapport au Japon des années 90, on est très largement en avant, j'ai envie de dire, par rapport à la situation japonaise de l'époque, sur le nombre de transactions. Donc on sent bien que le sujet est quand même pris à bras-le-corps, mais les prix n'ont pas beaucoup baissé. Au Japon, ils avaient quand même bien baissé, quoi. Et c'est un peu ça qui pêche en ce moment. C'est-à-dire que si les prix baissent, le moral des ménages chinois, qui sont pour beaucoup d'entre eux propriétaires, va être affecté. Le taux d'épargne très élevé risque d'être élevé encore plus. La consommation est là, mais il n'y a pas une croissance très forte post-Covid telle que certains investisseurs l'attendaient, en tout cas. Comment vous gérez la situation dans les fonds actions, notamment de Gemway Assets sur la Chine, Bruno? Est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'un bon stock picking peut permettre de faire de la performance? Est-ce que vous êtes allé chercher des marchés de substitution pour être peut-être moins exposé directement à la Chine et vous exposer aux thématiques chinoises à travers d'autres marchés de la zone? Non, enfin, si on veut y aller, on y va, quoi. C'est ça, d'accord. Non, mais oui, d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des types. Le luxe français, notamment Hermès, qui sont encore de très bons chiffres aujourd'hui, est exposé indirectement. Ça marche de manière plutôt sympathique. Donc, c'est quand même un titre qui monte fortement depuis le début de l'année. Ailleurs, en Asie,
il y a des choses qui se passent dans l'ensemble des marchés émergents. Il y a la technologie coréenne, taïwanaise qui est en train de changer de braquet là. Donc c'est extrêmement intéressant ce qui s'y passe, je dois dire quoi. Notamment dans la mémoire, hein, sur Samsung, sur Hynix par exemple, des choses qui se passent où on sent que la coupe des capacités, la coupe de la production commence à avoir un effet prix, quoi, dans une situation où l'offre était largement supérieure à la demande, et aujourd'hui on a dans une situation qui commence à se équilibrer, se normaliser. Donc tout ça quand même nous paraît assez positif. Je reviens sur la Chine. Oui. La Chine, il y a des résultats qui sortent qui sont quand même pas si mauvais que ça, quoi. Et comme le disait un de vos juste avant, observateurs, c'est vrai que les valorisations dans certains cas sont extrêmement intéressantes. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que votre invité disait, c'est que c'est un marché de stock picking. Évidemment. Il y a alors autant je dirais presque jusqu'à il y a quelques semaines, il y avait vraiment des baisses indiscriminées, que les résultats soient bons, mauvais, et encore des titres d'une extrême qualité, je dois dire, quoi, dans des secteurs de forte croissance, ont été laminés encore de marché de flux, quoi. Ça sort. Entre le mois de mai et le mois de septembre. Mais là, ça commence, je veux dire, un peu à se calmer. Alors, il y a un peu de discrimination. Ça commence. Il faut le dire avec beaucoup de pincettes. Hein. Bien sûr. Et si c'est le début de quelque chose, là, effectivement, on ne va pas faire de commentaires sur la macro chinoise parce qu'elle est compliquée. Et en plus, à long terme, elle est pas très intéressante. Mais en revanche, en stock picking, on peut faire des choses extrêmement intéressantes. Et ça justifie une position peut-être de 30% dans un portefeuille émergent. D'accord. Oui, à hauteur de l'indice, quoi. De côté Amérique latine, l'actualité nous amène à dire un mot de l'Argentine quand même. Donc, pour dire quoi? Il n'y a pas une journée sans que les sondeurs sont pas encore tout à fait au point là aussi, hein, puisque on commençait à nous promettre que Javier Milei allait peut-être même dès le premier tour. Donc c'est le candidat alternatif. Libéral, libertaire, face au péroniste Sergio Massa, qui finalement sort en tête au premier tour, donc deuxième tour prévu le 19 novembre prochain. Bon, le marché a assez peu goûté justement d'ailleurs cette idée d'un deuxième tour, et l'avance de Sergio Massa, le péroniste, ministre des Finances, sur son concurrent Javier Milei. Voilà, le met dans une position où il y a de fortes chances de remporter ces élections, je crois dans 4 semaines. 19 novembre, le deuxième tour. Alors, je ne dis pas qu'on voulait vraiment que M. Millet cartonne, entre guillemets, quoi. Ça aurait été bien aussi. Allez voir les vidéos, hein. Si vous n'avez pas vu, allez voir les vidéos, tapez son nom dans Google, vous serez tout de suite fixé sur le personnage. Après, ce qui malheureusement risque de se passer, c'est une situation qui risque de perdurer, quoi. C'est-à-dire avec une devise qui ne cesse de se dévaluer, quoi, avec une hyperinflation quand même extrêmement élevée, un taux de change officiel qui ne veut rien dire, parce qu'on a un taux de change officieux qui est largement différent. Bref, une situation qui ne nous incite absolument pas à faire quoi que ce soit sur ce marché, même si ce marché est ridicule, hein, très petit, il ne fait pas partie de l'indice émergent, ça ne nous empêche pas d'y aller, hein, ce n'est pas un sujet pour nous. Mais clairement, cette situation ne nous pousse pas à creuser le sujet. On comprend. Ça permet aussi également d'éclairer le cycle politique qu'on va avoir dans les 12 prochains mois. Alors, dans les développés et les émergents, mais j'ai pris la liste, ne serait-ce que pour les émergents, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ça commence en janvier, je crois, avec Taïwan. Russie, si tant est qu'il y ait des élections en Russie, il y en aura. Inde, Afrique du Sud, Mexique. C'est quand même des pays majeurs, là. Pays majeurs. Alors, à ce jour, il y a peu d'incertitudes quant à le candidat qui paraît vraiment en tête, quoi, avec l'exception peut-être de Taïwan, quoi. Et qui, effectivement, c'est les premières en janvier. Alors, il n'y a pas d'extrême en Taïwan. Hein, il faut quand même... C'est policé. Tous les candidats sont très pro-marché, pro-business. Hein. Après, c'est la position par rapport à la Chine qui fait une petite différence. C'est pour ça que ce sera regardé. Bien sûr que ce sera regardé d'un point de vue politique, et notamment par Pékin, quoi. Il y aura un signe sans doute donné là. Difficile de dire aujourd'hui le résultat. Hein. Clairement, c'est très, très ouvert, je dois dire, quoi. Après, personne ne s'attend à une rupture totale et une rupture totale. Donc, l'impact marché ne sera pas si important que ça. Mais quand même, il faut le regarder. C'est un sujet politique assez important à court terme.
notamment bien sûr dans la relation entre Taïwan et la Chine, quoi. Ailleurs, l'élection qui est la plus sans doute importante, même si le résultat paraît assez assuré, c'est ce qui va se passer en Inde, quoi, avec Modi qui devrait être présent, nouvelle fois. Quoi. Il n'y a pas de limite au mandat. C'est quoi ce serait un troisième mandat, c'est ça, pour Narendra Modi ? Et qui est très bien placé, en tout cas, le BGP est très bien placé dans les sondages. Alors, les élections, on ne sait pas encore sûr si c'est en mois d'avril, mois de mai, on n'a pas la date exacte encore. En revanche, ce qui est intéressant en Inde, c'est qu'auparavant, on aura des élections en fin d'année dans certains États. Et c'est intéressant comment le BGP va se comporter. Il y a de fortes chances, en l'occurrence, qu'il perde certains États. Mais historiquement, la relation entre les élections locales et les élections nationales n'est pas évidente. D'accord. Mais néanmoins, on peut estimer que dans un environnement de marché quand même bien pricé, quand même, le marché indien était bien acheté. Si le BGP perdait ses élections locales, il y aurait peut-être un peu de volatilité de ça qui nous permettrait, nous, d'acheter quelques titres de fait. Bon, globalement, pour conclure sur l'investissement chez vous, alors pour la partie action et pour la partie obligataire aussi, on reparle beaucoup de l'obligataire en ce moment, donc du coup, vous avez une stratégie obligataire depuis plus de 2 ans maintenant, peut-être, je crois. C'est ça, qui fonctionne plutôt bien. Alors, c'est effectivement, on a un carry assez important quand même dans l'ensemble des marchés, avec des banques centrales qui ont fait le job quand même. C'est ça qui est intéressant. Alors on peut toujours argumenter sur la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, enfin les grandes banques centrales, si elles ont fait le job ou pas, quoi. Mais on peut dire qu'au Brésil, par exemple, ils ont fait le job. C'est vraiment le pays qui représente vraiment beaucoup, quoi. Les taux d'intérêt ont monté fortement, ça a eu son impact, et depuis le mois de juillet, on a commencé à baisser les taux. On les baisse aussi au Pérou. On les baisse. Il y a peu de pays émergents qui veulent baisser ces taux avant les grandes, la Fed, les États-Unis, bien sûr, quoi. Et de fait, la majorité, à mon avis, attendra ce que va faire la Fed pour bouger. Mais néanmoins, le Brésil pousse vraiment une certaine indépendance. Le Chili l'a fait également, mais c'est plus petit, quoi. On a un potentiel de baisse très important. On a une inflation qui a largement baissé, qui est plutôt autour de 4% aujourd'hui au Brésil, avec des taux qui restent à 12,75, 12,25%, pardon, 12,25%. Et donc un taux réel, une marge de manœuvre importante pour baisser de nouveau les taux. Donc l'investissement dans des obligations émergentes paraît intéressant. On a un carry important, quoi. Alors bien sûr, la perspective des taux américains, qui est une partie du risque, bien sûr, met de l'incertitude à court terme. Mais dès qu'on aura une vision un peu plus précise sur peut-être la baisse, ou en tout cas la stabilisation des taux américains, on peut avoir là des opportunités d'investissement intéressantes. Absolument. Merci beaucoup Bruno. Merci d'être venu parler des émergents. Votre domaine d'expertise chez GMO Asset, vous êtes le président de GMO Asset, Bruno Vanier, qui est avec nous, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.